C'est l'heure du second débat de ce sens public avec cette question: y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Elle n'est pas nouvelle, mais elle renaît avec l'actualité argentine. Faut-il s'inspirer de la tronçonneuse de Javier Milei qui a réduit de 30% les dépenses publiques dans son pays? Comment peut-on poser une telle question alors qu'en France, les services publics sont en crise d'efficacité, en crise de recrutement? Et puis aussi pourquoi les droites françaises qui rêvent aussi de dégraisser n'ont jamais vraiment réussi à le faire. On va en débattre dans un instant. Mais d'abord, on voit comment ces idées libertariennes, libérales se diffusent en Europe. Clémentine Louis. C'est un grand nettoyage avant même le début du printemps. Aux États-Unis, Donald Trump et son bras droit Elon Musk se lancent dans la traque à la dépense publique. Nous avons été élus pour, entre autres, mettre au jour toute cette fraude et ces abus, toutes ces choses horribles. Et nous avons déjà découvert des milliards de dollars. Une purge de fonctionnaires qui inquiète autant qu'elle fascine les politiques français, à l'heure où la Cour des comptes alerte sur des dépenses publiques en roue libre. Galvanisé par l'arrivée de Musk à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale, par la politique anti-bureaucratique de l'Argentin Javier Milei, la droite et le centre ressortent l'éternelle formule de Claude Allègre: il faut dégraisser le mammouth. Sur X, Valérie Pécresse réagissait déjà en novembre dernier. Un comité de la hache anti-bureaucratique, j'en ai rêvé et Elon Musk va le faire. La hache pour Valérie Pécresse, la tronçonneuse pour Éric Ciotti et un grand ménage pour Jordan Bardella. Mais la solution à la dette est-elle vraiment du côté des fonctionnaires? La dépense publique française, elle est majoritairement sociale. Donc c'est pas dans la fonction publique qu'on va aller chercher des économies. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème de dépenses excessives, c'est un problème de recettes. Comme on ne veut pas s'attaquer au vrai problème, on agite des hochets divers et variés, et cela va exciter la vindicte populaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dresser des parties de la population contre les autres. On va dire aux autres: écoutez, quand on aura fini avec ce trop de fonctionnaires qui coûtent trop cher, c'est promis, vous aurez du pouvoir d'achat. Une promesse contradictoire, car ces représentants politiques qui souhaitent alléger la fonction publique de ses moyens réclament dans le même temps plus de policiers, plus de soignants. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien des fonctionnaires. Et on débat autour de cette tentation de la tronçonneuse avec Claude Raynal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur socialiste de Haute-Garonne, président de la commission des finances du Sénat. Clémence Lemestre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice adjointe de la rédaction des Échos. Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. On va rappeler le chiffre du nombre de fonctionnaires en France, 5 700 000 agents publics, un emploi sur 5, et c'est à peu près la même proportion. On a regardé, par exemple, c'était la même proportion dans les années 90. Claude Raynal, je commence avec la question de base: est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France? Je vais vous répondre non, bien sûr. Mais en même temps, je ne voudrais pas le faire de cette façon-là. Je pense que surtout, il faut, sur ce type de questions, sur la question en réalité d'un meilleur fonctionnement de l'État, il faut traiter les choses avec mesure, de manière générale, et être justement pas dans ce type d'affirmation, d'ailleurs très souvent mal étayées ou non étayées, et qui viendraient répondre finalement à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Argentine et dans d'autres pays. Nous avons une tradition, nous avons une manière de faire fonctionner l'État, nous avons un service public de qualité, je le crois, et qui doit le rester. Voilà. Et donc, la question n'est pas trop de fonctionnaires, pas assez de fonctionnaires. D'ailleurs, chaque fois qu'on a voulu le faire, vous vous souvenez de ces slogans, 100 000 fonctionnaires en moins. Oui, il y a eu beaucoup plus dans certains slogans. Bon, on a eu des choses, au moment des présidentielles, il y a souvent des engagements très forts, et en réalité, ça se traduit par plus de fonctionnaires à la sortie. Oui, donc, alors, ça montre que ça ne doit pas être aussi simple que ça. Et on va essayer, c'est l'objet de ce débat, d'essayer de comprendre pourquoi. Clémence Lemestre, c'est un trop de salariés ou un manque de DRH au sein de l'État? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de nombre ou d'efficacité, finalement? Alors, c'est peut-être... les deux peuvent éventuellement aller ensemble. Oui. Une question de nombre, c'est possible, puisque ça continue d'augmenter. Et dans le budget qui vient d'être voté, le nombre de fonctionnaires va encore augmenter. Alors, on se dit qu'il faut moins dépenser.
Alors peut-être que les dépenses peuvent être prises ailleurs, mais c'est aussi probablement un problème de DRH ou d'efficacité en fait des politiques publiques et de ce qu'on demande à la fonction publique. C'est la question. À un moment, on parlait beaucoup de l'éducation nationale et je crois que je sais plus quel ministre disait, mais je ne sais pas combien il y a de professeurs en France, ce qui est quand même assez dingue. Enfin, moi, je pense que dans les entreprises en France, le PDG peut demander à sa DRH combien il a de salariés. Là, on ne sait pas exactement combien il y a de salariés à l'éducation nationale. On disait ça de Bercy, qu'on voit en photo juste derrière vous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, on a... Mais je me souviens de ce débat il y a quelques années, l'incapacité, effectivement, du ministre de l'économie de savoir de dire combien de fonctionnaires travaillent. Exactement. Et la question, c'est peut-être de l'utilité de ces dépenses publiques. L'idée, c'est pas tout couper, mais c'est se demander, c'est ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou, il a promis que pour le budget 2026, il regarderait chaque dépense de chaque ministère depuis le premier euro. Et est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Parce qu'on a un peu tendance en France quand même à additionner et à faire une espèce de millefeuille administratif, mais aussi de millefeuille de dépenses un peu ici, un peu là, sans se dire s'il faut faire des politiques publiques, mais il faut peut-être aussi vérifier est-ce qu'elles fonctionnent et est-ce qu'elles fonctionnent telles qu'on voulait qu'elles fonctionnent, parce que ça arrive parfois, il faut en fait revoir les politiques publiques. Il faudrait presque pouvoir les tester avant de les mettre en œuvre durablement. Normalement, on devrait faire une révision au bout d'un an ou au bout de 2 ans. Est-ce qu'elles sont effectivement utiles et est-ce qu'elles touchent les personnes qu'on voulait toucher? Sur ce budget 2025, Jean-Marc Daniel, il y avait quand même l'objectif affiché, alors d'abord par Michel Barnier, puis par François Bayrou, de faire des dizaines de milliards d'économies, 60, 50, 40. Finalement, il y a un revirement du côté des dépenses publiques. Oui, alors moi, ce qui me frappe par rapport au débat tel qu'il est en train de se mettre en place, c'est d'abord, effectivement, comme vous le dites, on annonce des économies tantôt, mais on n'y comprend rien, parce que quand vous regardez la dépense à la fin, la dépense, elle augmente de 40 milliards, et on vous dit, mais on a fait 30 milliards d'économies. Bon. Et donc, on calcule ça par rapport à une tendance, on a fait des économies par rapport au budget tel qu'il aurait été si machin avait fait ça, et si chose avait été là, etc. Bon. Donc, on n'y comprend rien, si ce n'est que la dépense publique continue à augmenter, et Pierre Moscovici l'a dit, la dépense publique structurelle, celle qui est véritablement enquistée dans la vie quotidienne, qui n'est pas liée à la Covid, qui n'est pas liée aux événements de la géopolitique, elle augmente en ce moment de 2,7% par an en volume, alors que la croissance économique augmente de 1,1% par an. Donc systématiquement, le poids des dépenses publiques a tendance à augmenter. La deuxième chose par rapport à ce budget, Michel Barnier avait accepté d'ailleurs à la demande de Bercy, de la direction du budget, de supprimer 4000 emplois dans l'enseignement, enfin 2000 emplois d'enseignants et 2000 emplois d'encadrement, liés au fait qu'il y a 350 000 élèves de moins dans le maternel et en primaire par rapport à ce qui était il y a 5-6 ans. Ça a été supprimé. C'est-à-dire qu'on a des endroits maintenant où on ferme des classes parce qu'il n'y a plus d'élèves et on continue à afficher qu'on recrute des enseignants. Et le troisième élément, c'est qu'on l'a dit, c'est que chaque fois on dit on va supprimer, donc Emmanuel Macron dans son programme, c'était 120 000 suppressions d'emplois. Ces 120 000 suppressions ne sont jamais concrétisées. Elles ne se concrétisent en fait que parce qu'il n'y a plus personne qui vient passer les concours. Oui, alors ça c'est effectivement un débat, l'attractivité, c'est une vraie question. Effectivement, c'est quel sens ça a de multiplier les emplois de fonctionnaires si les gens qui acceptent de devenir n'ont pas le niveau de compétence normalement attendu. Donc il y a un vrai problème d'arbitrage entre le nombre et la qualité. Alors tiens, je vais rebondir sur effectivement la question des professeurs et de l'éducation nationale, Claude Raynal, parce que d'un côté, effectivement, il y a la question de la démographie, j'entends votre argument, mais de l'autre, et on y a consacré un débat il n'y a pas très longtemps, et un reportage assez frappant sur des exemples de classes de primaire où ils en sont à leur 9e ou 10e remplaçant et profs différents depuis la rentrée. Donc on en a trop, on n'en a pas assez, et là aussi je reviens à la question des ressources humaines. Alors c'est un mammouth, pour reprendre l'expression de Claude Allègre, tellement mal géré qu'on n'arrive pas, malgré le nombre de profs, à en mettre un devant chaque élève. Moi, je pense qu'une des maladies françaises, c'est de tout ramener à des questions budgétaires. C'est-à-dire que la logique voudrait que le budget vienne clôturer une séquence de réflexion sur ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, les priorités, et ensuite en découle un budget et des besoins et des moyens. On ne fonctionne jamais comme ça. Donc on est toujours au dernier moment, au mois de novembre, généralement, on coupe ici, on coupe là, sans trop savoir dans quel but. Est-ce que c'est un but juste paramétrique? On ne sait pas. Est-ce que l'éducation nationale, on peut la traiter? Moi, je veux bien vous entendre là-dessus, parce qu'effectivement, il y a moins d'élèves, donc il n'y a pas besoin d'avoir autant de profs. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et vraiment,
deuxièmement, il faut ne pas connaître ce milieu et cette façon de fonctionner pour dire des choses pareilles. Donc, qu'il y ait moins, qu'il y ait une présomption éventuellement de diminution de postes, il peut y avoir une présomption. Mais ce qui compte, la réalité, c'est quelle qualité d'enseignement, quelles mesures on décide, lorsqu'on dit, par exemple, qu'on va diviser les classes pour avoir un traitement dans certains quartiers plus proche des élèves, il faut mettre des enseignants en face, ou alors on ne dit rien. Donc la question qui est fondamentale, c'est toujours la même, c'est définir d'abord la politique que l'on veut mettre en œuvre. Une fois qu'on a défini la politique, qu'est-ce qu'on fait dans les milieux ruraux? Est-ce qu'on considère qu'on doit fermer, pour des questions simplement de chiffres, toutes les classes en milieu rural et avoir des élèves qui reprennent des bus pendant demi-heure pour aller et qui font ailleurs. 30 ou 40 km, effectivement. Bon, c'est une vraie question. Mathieu. La question quand même du rôle de directeur des ressources humaines de l'État se pose. Se pose parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de gestion prévisionnelle des effectifs, ou en tout cas si peu. Il faut rappeler que quand on embauche quelqu'un, on l'embauche pour 40 ans, 42 ans. Donc quand vous engagez... Il y a un pic, on continue d'avoir le pic pour le nombre d'élèves au lycée, et c'est vrai qu'ensuite ça va basculer, il suffit de regarder la natalité. Donc en ce moment on a besoin de profs, et on a du mal à en trouver, mais dans 10 ans on aura besoin de moins. Or si vous embauchez quelqu'un dès maintenant, vous le prenez pour 42 ans. Parce que, au-delà de cette difficulté à prévoir les effectifs, il y a l'impossibilité d'avoir des passerelles. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas bouger un fonctionnaire d'une fonction publique à l'autre. Vous ne pouvez pas, quand vous avez été recruté en tant que professeur des écoles, devenir prof de lycée. Vous êtes tanké dans le concours que vous avez eu la chance ou le malheur de passer quand vous aviez entre 20 et 25 ans. Alors, je caricature, mais c'est ça aussi qu'il faut changer. Alors, oui, juste pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est que je rappelle qu'en 2016, Emmanuel Macron, à l'époque il était ministre, avait dans une déclaration en public dit que le statut de la fonction publique était inadéquat. C'est ce qu'il avait dit. Il avait repris les exemples que vous signez. C'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on est dans une filière, on reste 42 ans quasiment. Alors, on peut faire progresser, mais on reste dans son corps d'origine et tout ça, qu'il fallait faire exploser tout ça, et qu'il fallait se poser la question de savoir si, comme dans certains pays, comme la Suède ou la Suisse, on ne devait pas supprimer le statut de la fonction publique. Ce problème aussi n'est jamais véritablement abordé, alors que régulièrement, plusieurs hommes politiques disent « mais vous voyez bien que ça ne marche pas, vous voyez bien que le système est bloqué et bloquant ». Donc, un des moyens, c'est de l'oxygéner, c'est de faire sauter les verrous du statut de la fonction publique. Votre avis là-dessus? Pourquoi il ne faut pas faire sauter le verrou? Non, mais faire sauter le verrou. Non, mais si ça donne plus de souplesse et que ça permet de mieux gérer les 5 700 000 agents publics. Tout est dans l'expression, si vous voulez. C'est est-ce qu'il faut moins de profs? Est-ce qu'il faut faire sauter des verrous? Pas comme ça qu'on lance une discussion sociale sur un avenir d'un corps, d'un métier, etc. Donc, il faut le mener tranquillement. Est-ce qu'il y a des sujets... non, mais tranquillement, mais sauf qu'elle n'a jamais été menée, cette réforme. Justement. Menons-la. Voilà. Ce que je veux dire par là, menons-la avec les syndicats, avec les représentants des personnels, tenons compte des difficultés sur le terrain qui existent, et sachons aussi qu'effectivement, il faut mieux gérer de manière générale. Et ça, c'est vrai partout. Que partout, on puisse faire des économies parce qu'on peut mieux gérer l'État, c'est une évidence. Alors justement, et ça renvoie à la déclaration de politique générale de François Bayrou qui posait la question du trop-plein d'agences de l'État. On l'écoute. Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique? Nous connaissons le rôle précieux de plusieurs d'entre elles, comme France Travail. Mais ces 1000 agences ou organes, sans contrôle démocratique réel, constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux et sérieux peut difficilement se satisfaire. Clémence Lemez, j'imagine que la rédaction des Échos a travaillé sur ces agences. Vous avez réussi à toutes les compter? On n'a pas réussi à toutes les compter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez français. Non seulement on a des agences, mais aussi dès que quelque chose ne va pas, on crée un comité ou un conseil et qui s'installe et qui dure. Après, je ne sais pas si toutes ces agences sont vraiment le cœur du problème.
C'est aussi une façon de dire on va couper, on va diminuer, mais c'est la feuille ou le trait de crayon juste en haut. C'est-à-dire que c'est pas en supprimant, je dis n'importe quoi, 300 de ces 1000 agences qu'on aura réglé la question. Exactement, et on va pas supprimer France Travail non plus. Non. François Bayrou l'a dit, surtout au moment où le chômage a l'air peut-être de repartir un petit peu. Et donc, mais c'est toujours revenir à cette gestion de l'État en fait, et peut-être de se poser. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de vraiment faire un état des lieux, pour le coup, et de se dire, telle agence, qu'est-ce qu'elle fait ? On en revient à la question du super DRH de l'État, et vraiment de se demander à quoi elles servent. Il y a des choses qui sont de temps en temps, alors je ne sais pas si c'est forcément des agences, mais il y a 15 jours, j'étais à Orléans, et j'ai visité une association qui m'a paru à la fois très intéressante et complètement dingue. C'est-à-dire que c'est une association dont le but est de favoriser l'investissement en France. Et pourquoi elle existe ? Parce qu'en fait, il y a de multiples petits bureaux ou agences qui existent à Orléans et dans la région, et que l'investisseur étranger qui veut venir investir, il ne peut pas s'y retrouver. Non, il ne sait pas à quelle porte frapper. Donc, pour l'aider, on a créé une agence au-dessus qui va lui dire alors c'est simple, d'abord tu vas avoir le bureau X et puis après le bureau Y. Alors si tu veux investir sur des terres agricoles, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et on a l'impression que c'est toujours comme ça. On crée des multiples agences qui ont leur utilité. Et puis, comme ça devient trop compliqué, on crée une agence au-dessus pour aider les gens à s'y retrouver. Je vais prendre un autre exemple qui est celui de l'administration de la santé. On a regardé, alors évidemment, et vous allez voir la liste s'afficher. Évidemment, il y a le ministère de la Santé au sommet de la pyramide, Direction générale de la santé, Direction de Santé publique France, Direction de la Haute Autorité de Santé, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale sanitaire et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Claude Raynal, je suis sûr que chacune a son rôle et que les fonctionnaires qui y travaillent ont d'immenses qualités, mais ça fait beaucoup de monde pour s'occuper de notre santé et des doublons potentiels quand même. Non, mais c'est possible. Ça, je crois qu'il ne faut pas le nier. C'est-à-dire, quand on a une administration et un système administratif aussi complexe, on peut se dire qu'il y a des choses qui ont été créées à un moment donné, qui avaient du sens et qui n'en ont plus. Alors, je voudrais vous en citer un, par exemple, que n'a pas cité, je pense, François Bayrou, c'est le commissariat au plan. Vous voyez, le Sénat... C'était son dernier poste. Le Sénat a proposé la suppression du commissariat au plan, parce qu'il y a 30 postes, et qu'aujourd'hui, on a d'autres structures qui font aussi bien le travail que le commissariat au plan. Mais je suis étonné que, si vous voulez... prenez tout de suite un exemple tout à fait immédiat et pour lequel le Parlement est tout de suite d'accord. Mais qui ne rapporte rien. Oui, il faut dire la vérité sur les grandes masses. Les grandes masses, elles sont dans le million de fonctionnaires de l'éducation nationale. Et après, il faut voir, à partir du moment où on pose la question de ce que font les fonctionnaires, s'ils ne le font plus, ça veut dire que, bon an, mal an, on estime que le privé peut le faire. Or, est-ce que le privé le fera mieux ? Il faut reconnaître que les Français qui ont vu soit des secteurs publics adopter les méthodes du secteur privé, soit le secteur privé se charger de missions publiques, sont déçus. Parce que le service est pire. La Poste est beaucoup moins bien dans l'esprit des gens qu'il y a 20 ans. Parce qu'il n'y a plus de levée tous les jours, il n'y a plus de distribution de courrier tous les jours, pour des raisons différentes, mais c'est ça que ça imprime. La SNCF, ça coûte beaucoup plus cher, les gares sont plus desservies comme avant. Donc à chaque fois que le privé s'en est mêlé ou qu'on a adopté les méthodes du privé, les gens on se dit, non, alors là, c'est la catastrophe. Donc ça laisse... Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que quand vous regardez sur l'enseignement, par exemple, les gens... Dès qu'ils peuvent aller dans l'enseignement privé, vont dans l'enseignement privé. Et quand vous regardez effectivement, les structures de santé privée sont effectivement les structures qui sont très recherchées. Je pense que les profs du privé sont payés par l'État, donc ça change rien. Avec moins de personnel administratif. C'est-à-dire que dans le public, les hôpitaux publics, c'est 30% de personnel administratif. C'est-à-dire qu'il y a 30% des agents qui ne sont pas là pour soigner les gens qui viennent à l'hôpital et le ratio est beaucoup moins important dans le privé. Exactement. Et en plus, quand on regarde, les secteurs privés sont plus incapables d'innover, sont plus à la recherche d'innovation des secteurs publics qui ont tendance effectivement à vivre dans une certaine forme de routine. Quant aux agences, là vous avez cité par exemple les agences, les ARS, il y a quand même une partie de ce qu'on appelle des agences qui sont simplement les unités décentralisées de l'État. C'est-à-dire il y a des directions régionales, donc il y a des entités qui sont des entités qu'on a cherché à plus ou moins
autonomiser, on allait chercher à responsabiliser toutes ces agences. Et tout ça correspond à l'état d'esprit des années 90. Dans les années 90, notamment après ce qui avait été passé comme réforme en Suède, ce qui avait été recommandé par l'OCDE, l'idée c'était effectivement de créer des entités qui seraient des entités responsables, autonomes, contractualisées avec l'État, c'est-à-dire où on dirait vous avez telle mission, vous devez rendre compte à l'État. Quand il dit il n'y a pas de contrôle démocratique, c'est faux. Il y a normalement des contrôles qui sont faits par l'État, et il y avait ce discours où on disait l'État doit être maître d'ouvrage, c'est-à-dire donner les grands axes, et il doit y avoir des opérateurs qui doivent être maîtres d'œuvre, dont certains peuvent être effectivement privés. Et en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. La dernière remarque que je ferai sur c'est quand vous regardez effectivement le moment où tout ça un peu, c'est avec l'arrivée des 35 heures. Parce qu'avec les 35 heures, ça a un peu désorganisé un certain nombre de services. Et puis alors, on parle de l'État, mais dans les collectivités locales, la Cour des comptes a souligné que un des gros problèmes, c'est que les 35 heures n'étaient pas appliquées dans les collectivités locales. Et pas dans le sens qu'on continue à travailler 39 heures, mais dans le sens qu'on travaille moins. On travaille beaucoup moins que les 35 heures. Et elle dit, on pourrait faire supprimer 100 000 emplois si on mettait tout le monde aux normes normales de quantité de travail qu'il y a dans la fonction publique dans l'ensemble des collectivités locales. Donc il y a aussi, pour le DRH futur à venir, la question qui se pose, c'est de la quantité de travail, de la sollicitation que l'on demande aux fonctionnaires. Bon, on va continuer évidemment de creuser ces thématiques et en rappelant, vous l'avez fait tout à l'heure, les différentes promesses de campagne. Mathieu, je vais vous donner la parole dans un instant, mais d'abord on va se souvenir d'un François Fillon en campagne présidentielle qui tient un discours devant des patrons, les patrons de la Fondation Concorde. Et voilà combien de postes de fonctionnaires promet-il de supprimer. Il faut réduire les effectifs de la fonction publique de façon très importante. Et moi, je propose de les réduire de l'ordre de 500 000 personnes dans les 3 fonctions publiques pendant les 5 années du quinquennat. Et Mathieu, c'est un vieux refrain à droite. Oui, c'est même devenu un classique des campagnes présidentielles à droite. L'orthodoxie budgétaire tient lieu de catéchisme. Souvenez-vous, on vient d'entendre François Fillon qui promettait du sang et des larmes en 2017 avec son programme à 100 milliards d'euros d'économies pour ramener le budget de l'État à l'équilibre. Il y avait 50 milliards sur les dépenses sociales, et il y avait 35 milliards sur les dépenses de l'État et 15 milliards sur les dépenses des collectivités locales. Et on vient d'entendre, avec ce chiffre choc, 500 000 emplois publics en moins sur les 3 fonctions publiques. 5 ans plus tard, Valérie Pécresse paraissait presque petit bras, avec ses 84 milliards d'euros d'économies. La candidate promettait de chasser le gaspillage à peu près partout, même dans les aides publiques aux entreprises, il faut le dire, et elle assurait vouloir supprimer, 200 000 postes de fonctionnaires. Alors, le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, même si vous me direz, ces deux-là n'ont pas été élus, donc on ne saura jamais. Est-ce qu'ils auraient eu les moyens de tenir leurs promesses ? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de plus de politique magique qu'il n'y a de chiffres magiques. La dernière fois que la droite a été au pouvoir, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le Premier ministre, il s'appelait François Fillon. Il s'était déclaré à l'époque à la tête d'un État en faillite. Alors, ça avait énervé Sarkozy pour à la tête de l'État, mais tout le monde avait retenu en faillite. Et on se rappelle que le candidat Sarkozy lui avait promis de ramener les déficits publics à moins de 1,5% du PIB en 2012. Et il n'en a rien été, bien au contraire, puisqu'en 2012, ils étaient à 4,8%. Alors, évidemment, tous ces défenseurs vont me dire « Mais oui, il y a eu la crise de 2008. » Mais alors, tous ces détracteurs vont dire « Oui, mais il y a toujours des crises. » Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, ces promesses à la hache, elles sont difficiles à tenir, parce que la hache, c'est pas une bonne politique. Prenez la fameuse promesse de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Vous savez, au nom de la sacro-sainte révision générale des politiques publiques qu'avait entamé Nicolas Sarkozy. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit notamment, et la droite s'en mord encore les doigts, à la suppression de 10 000 postes de policiers et gendarmes dont la France avait pourtant bien besoin à cette époque. Et quand on interrogeait en 2022 Valérie Pécresse pour savoir où elle comptait tailler... Oui, les 200 000 de moins, là. Elle était bien embêtée, elle répondait dans l'administration administrante, ce qui était évidemment une façon de noyer le poisson. Oui, et ça veut dire qu'on ne peut pas les faire, ces économies ? Si. Je vous redonne la parole. Oui. Non, mais bien sûr. La droite. Mais bien sûr. Mais dans un pays comme le nôtre, aussi attaché à l'État-providence et aux services publics, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même pas une mince affaire. Du coup, c'est vrai que les politiques préfèrent généralement augmenter les impôts ou laisser filer... Allez, tout le monde veut réagir, j'en suis convaincu. Je commence avec vous. Oui, on a associé l'idée de supprimer des emplois dans la fonction publique à la droite. Je rappelle, on a parlé de la commission de la hache historique, récente. Je ne parle pas de celle du XVIIIe siècle où il s'agissait de
C'était sous Louis XV, donc là, il n'y a pas de gauche et de droite. Mais celle qui est à l'origine, c'était Ramadier, qui était le président de la commission, avec comme adjoint André Philippe, et c'était tous les deux des proches de Léon Blum. C'était des socialistes bon teint. Et je rappelle quand même que dans la rigueur de 83, les suppressions d'emplois étaient au programme, et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite a été initié dans la rigueur de 83 et durci par le gouvernement Fabius en 84. Donc, tous les gouvernements essaient effectivement officiellement de réduire la voilure. Alors, et après, avec un résultat effectivement qui n'est pas à la hauteur de j'aimerais bien. Mais tous veulent. Il n'y a pas que la droite qui veut réduire les dépenses. Et alors, pourquoi c'est si difficile, Clémence Lemaitre? Est-ce que la dépense publique est tellement inscrite dans la tradition ou l'ADN même français que les politiques n'y arrivent pas? Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que quand on demande aux Français, on leur dit est-ce qu'il faut baisser les dépenses? Alors ils vont dire oui, bien sûr, ça va mal, il y a le déficit, ils ont compris. Et quand on leur demande où est-ce qu'il faut baisser... Dans quel domaine? Dans quel domaine? Alors en général, la culture n'arrive pas à sauver ses plumes, mais évidemment pas dans la police, surtout pas dans la santé, parce qu'il y a un fort attachement des Français quand même à leur système de santé. Et puis le sentiment de désert médical. Exactement, ils voudraient même plus d'argent dans la santé, c'est ce qui a été voté dans le budget pour l'hôpital, pas pour l'éducation nationale, et donc après on se retrouve, et c'est là où les politiques en fait doivent avoir énormément de courage, parce que ils ont été éventuellement élus, ils ont pu gagner, notamment si c'est la droite, pour pouvoir baisser ces dépenses de l'État. Mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est très compliqué à le faire parce que, en vrai, on veut bien baisser les dépenses de l'État, mais tant que ça ne nous touche pas, nous. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué en France. Il y a toujours cette question, est-ce qu'on peut réformer la France? Mais c'est vrai que de temps en temps, on se dit, ça va vraiment être compliqué. Et avec le Parlement qu'on a actuellement, enfin notamment l'Assemblée nationale qui est complètement divisée, on ne voit pas comment ils pourraient y arriver pour le budget 2026, même s'ils ont promis de le faire. Claude Raynal, est-ce que c'est un manque de courage des politiques? Je crois pas. De tous bords confondus? Non, je ne crois pas. Il y a une vraie manière de travailler les choses, et encore une fois, c'est plus parce qu'on ne porte pas la question du projet collectif qu'on a des problèmes après, parce que après, finalement, on fait des coupes à l'aveugle ou de manière très rapide, sans que les sujets ne soient sur la table. Je crois que ça, c'est un vrai problème. Deuxième problème, quand même, numéro 1, d'une certaine façon. Quand on regarde aujourd'hui, on est en train de faire un système pour récupérer en 3 ans à peu près ce qui a été le déficit de l'année 2024. C'est-à-dire 50 milliards, 51 milliards qui ont été perdus. Oui, alors, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, là, ils ont été dépensés, mais en tout cas... ce qui avait été proposé à Bruxelles, c'était, je crois, 120 milliards en 5 ans. Hein. Et ce qui avait été validé... 120 milliards, c'est ce qu'on appelle le déficit structurel. Oui, l'engagement à Bruxelles, il faut économiser 120 milliards. Exactement. Bon. Mais les 50 milliards, c'est ceux qui ont été perdus en 2024. Oui. Ça, c'est factuel. Quand on est entre 4,4 et 6%, on a 50 milliards. Mais là, pour l'instant, avec ce budget-là, on ne les récupère pas. Hein. Donc, on ne les récupère pas, mais une bonne façon, d'abord, ça aurait été de ne pas, finalement, perdre les impôts que l'on avait et qui ont été tout simplement supprimés. Je le rappelle, parce qu'on oublie toujours de rappeler qu'il y en a eu, justement, pour 62 milliards qui ont été supprimés. Alors, il y a toujours des bonnes raisons pour supprimer des impôts. On en paye trop, paraît-il, etc., etc. Très bien. Mais, de fait... on a privé l'État de 62 milliards et maintenant il va falloir 3 ans pour récupérer 50 milliards. Et donc avec les coupes supposées, etc. La gauche a fait 40 milliards de baisse de charges quand même sous François Hollande pour les entreprises. Hein. Non, mais on a fait des choses, heureusement pour les entreprises. Donc c'est aussi des cotisations en moins pour la sécurité sociale. On est d'accord avec ça, sauf que c'était pas en période de crise, en m'excusant. C'est-à-dire que la différence qu'il y a eu, c'est qu'on annonce des baisses, qu'on supprime la taxe d'habitation, pourquoi pas? Si on est en croissance, ça l'était quand Macron est arrivé, il y avait 2,3% de croissance, il y avait 3% de déficit public. On pouvait annoncer des choses. Mais dès l'instant où vous avez la crise du Covid, on arrête tout de suite. D'ailleurs, pas moi qui le dis, moi je l'ai dit tout de suite, mais peu importe. Mais la Cour des comptes dit ça. Elle dit on a perdu 62 milliards d'impôts, finalement non financés. Elle dit aussi que c'est à cause des dépenses incontrôlées que le déficit s'est creusé. Ça, c'est en 2024. Le problème de 2024. Voilà, donc, oui, mais je pense que la question, c'est pas de savoir qui c'est. La question, là où vous avez raison, c'est qu'il faut peut-être avoir un projet de société et qu'on en discute. Mais on a l'impression personne n'a encore prononcé ça, mais c'est quand même plus de 3 300 milliards de dettes. Là, on n'a pas de déficit, on parle de dettes. Donc il y a bien un moment où
il faut... Alors je ne sais pas si c'est plus d'impôts ou si c'est moins de dépenses publiques, mais il y a un moment où il va falloir trouver la solution. Il va falloir le réduire. Et c'est ce que craint la Cour des comptes. C'est-à-dire que si on continue comme ça, visiblement la Cour des comptes a quand même pas tellement confiance à ce qu'a proposé le gouvernement. Et il dit si ça continue comme ça, en gros la charge de la dette, donc c'est ce qu'on rembourse, c'est pas supprimer la dette, c'est les intérêts que l'on verse chaque année, comme quand quelqu'un a acheté un appartement, il verse des intérêts. La charge de la dette pourrait en 2027 atteindre 107 milliards d'euros et donc être le premier budget de la France devant le budget de l'éducation nationale. Et on se dit, en fait, c'est un peu ce qu'on laisse à nos enfants. Et ce qu'il faut voir, c'est que non seulement la charge augmente, mais si vous regardez les 3300 milliards, on verse des intérêts depuis qu'ils existent, cette dette. Donc combien on a versé d'intérêts à hauteur de ces 3300 milliards 2500 milliards d'intérêts. Donc la dette sert non pas à améliorer le train de vie de la population, non pas à améliorer les équipements, on dit ça fait des investissements, pas du tout. La dette, ça sert à verser des intérêts aux gens qui détiennent la dette. Et donc c'est un système qui est évidemment pervers. Est-ce qu'on peut la réduire, Claude Raynal, sans réduire la dépense publique ? Et donc s'attaquer, alors je ne sais pas si c'est le nombre de fonctionnaires, je ne sais pas si c'est les dépenses sociales, enfin c'est pas moi qui vais proposer la solution, mais dans l'équation on est bien obligé de mettre ça. Je ne sais pas. Non, vous n'êtes pas convaincu. Comment dire ? Moi, je crois qu'il n'y a aucun sujet tabou. Et donc, évidemment, il faut regarder la question d'une bonne dépense publique. C'est-à-dire que ça marche, que ça fonctionne, que ça se géré presque à l'euro, pour prendre des expressions à la mode qu'on ne voit jamais. Mais bon, OK, ça, c'est tout à fait évident. Il faut aussi se poser la question, encore une fois, de la suppression d'impôts. Est-ce qu'elle était justifiée ou non? Et est-ce qu'il ne faut pas revenir dessus? Enfin, c'est quand même des questions, parce que, après, si ce n'est pas ceux qui en ont bénéficié là, finalement, qui repayent derrière, c'est d'autres qui le font. C'est par une diminution de services, par éventuellement le fait que sur les recettes, les retraites, on n'augmente pas les retraites en fonction de l'inflation. Donc il y a toujours quelqu'un qui paye au final. Donc que l'ensemble du sujet soit ouvert, qu'il le soit. Qu'il le soit aussi, permettez-moi de le dire, sur les questions sociales, en rappelant aux Français, les Français, ils veulent payer moins d'impôts, mais ils veulent des garanties qui soient les mêmes. C'est-à-dire que le budget social est un des budgets très important, c'est même le premier budget, vous le savez, de l'État, au sens global de l'État. Et là-dessus, il y a une incompréhension. Les Français veulent toujours avoir finalement une sécurité sociale qui les rembourse tout, la prise en charge par les hôpitaux, mais ils ne veulent plus la payer. Ils voudraient que finalement ça se fasse autrement que par les prélèvements. Et on est au cœur de notre débat avec cette tentation de la tronçonneuse. Est-ce qu'on maintient l'État-providence ou est-ce que finalement on en sort d'une certaine façon? Mathieu. Mais on n'a jamais ce débat, pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'est un débat qui mérite une forme de consensus politique, parce que ça ne peut pas se mener par une majorité contre l'autre. Enfin, il faut une forme de consensus politique pour savoir qu'est-ce qui dépend du périmètre d'intervention de l'État, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il soit toujours public. Parce qu'il n'y a pas mille façons. Soit vous êtes plus nombreux à travailler, soit vous travaillez plus longtemps et donc vous créez plus de richesse, soit il faut bien tailler quelque part dans les dépenses et faire des économies. Or, comme on ne le fait pas, on rabote tout. C'est typiquement le budget Bayrou. C'est Bayrou parce que c'est Bayrou le Premier ministre, mais c'était la même chose sous Barnier. On va raboter à peu près tout ce qu'on peut sans mener de vraies économies structurelles. Et donc quand vous rabotez tout, vous rabotez y compris des trucs qui n'auraient pas besoin d'être rabotés, qui auraient parfois besoin d'un peu plus de marge de manœuvre. On fait ça pour essayer d'avoir, et c'était très bien décrit tout à l'heure, une moindre augmentation, parce que ce n'est pas une baisse, et au lieu d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qui dépend aujourd'hui dans notre société du champ du périmètre d'intervention de l'État. Alors, s'il y a ce mot de tronçonneuse dans notre débat, évidemment, ça nous oblige à nous tourner vers l'Argentine. On va revoir d'abord ce passage-là qui était dans nos titres tout à l'heure, novembre 2023. Juste après son élection, il dresse la liste des ministères qu'il souhaite fermer. Javier Milei. Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. Ministère du Tourisme et des Sports, ça dégage. Ministère de la Culture, ça dégage. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, ça dégage. Ministère des Femmes et de la Diversité, ça dégage. Ministère des Travaux publics, ça dégage. Alors, on n'est pas dans la subtilité dont vous parliez tout à l'heure. Un an après, 51 000 emplois publics supprimés, une baisse des dépenses publiques de 30%. Jean-Marc Daniel, c'est quoi? C'est une purge? Comment vous qualifiez ce que Javier Milei fait en Argentine? Il faut voir quand même que la situation de l'Argentine n'est pas immédiatement comparable à la nôtre, parce qu'il y a une énorme inflation. Et donc, quand vous dites à quelqu'un, un ministère, qu'il a eu 100 l'année dernière et qu'il aura 100 l'année prochaine, en réalité, quand vous avez une inflation de 100%, la réalité de
sa dépense, de son pouvoir d'achat. Sa capacité des dépenses a été baissée, a été divisée par 2, alors que sur le papier, il a exactement la même somme. Bon. C'est d'ailleurs ce que proposait en France le rapport Pembroke, qui disait on va faire une année blanche, on va dire à tous les ministères, à tous les gens, vous avez exactement la même somme que l'année précédente, et nous on a une inflation de 1,7%, donc ça diminue un peu votre pouvoir d'achat, mais donc il a pas mal joué sur l'inflation. Et deuxième élément, c'est d'ailleurs un de ses objectifs, c'est-à-dire de lutter contre l'inflation. Donc par ailleurs, il a pris des mesures qui sont des mesures qui ne sont pas exclusivement des mesures budgétaires. Alors après, sur le plan budgétaire, effectivement, il s'est appuyé d'abord sur une lassitude claire de la population vis-à-vis de la bureaucratie, c'est-à-dire là où il a supprimé des emplois, on le retrouve d'ailleurs dans le discours sur les normes, il faut moins de normes, pour être plus compétitif, il faut alléger les contraintes et tout ça. Donc il s'est appuyé là-dessus. Il a effectivement supprimé des emplois en renvoyant des gens, mais il a surtout joué effectivement sur les départs à la retraite. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est qu'il a théâtralisé de façon extrêmement magnifique, en fait, son programme. Et il l'a appuyé, non pas sur l'idée qu'il faut faire de l'austérité pour l'austérité, de la rigueur pour la rigueur. Je rappelle de son discours à Davos, c'est terminé par « Vive la liberté, bordel !» C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais il a associé son projet à une vision de la société. On en revient à la question, c'est à quoi sert le budget ? Il a véritablement dit « Je fais ça parce que j'ai une vision du rôle de l'État. » Et donc, il a pu aller assez loin. Son vrai succès, à mon avis, c'est qu'il va avoir réussi à lutter contre l'inflation, à abattre cette inflation qui lui aura servi dans un premier temps à réduire les dépenses publiques, comme je le disais, mais il va y arriver. C'est-à-dire que quand il est arrivé, les taux d'intérêt étaient à 120%, maintenant ils sont à 30%, les taux d'intérêt d'Argentine. 30%, c'est encore... Oui, ça nous semble vertigineux, mais quand on part de 120, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Bon, donc, pour résumer, je pense que ce que je retiendrai comme leçon, c'est il y a un projet global derrière qui est très théâtralisé et qui a fait passer son objectif et son message. Et on en revient à cet État-providence et à l'attachement des Français d'une certaine façon. Regardez ce sondage chez Odoxa pour le Figaro, ça date du mois d'avril 2024. 8 Français sur 10, c'est 79%, qui ont une bonne image des agents et personnels du secteur public. D'ailleurs, 73% des sympathisants de droite. C'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire, Clémence Lemestre, que finalement, si on en revient au manque de courage, au choix des politiques, etc., c'est peut-être d'abord pour ça. Parce que les Français, même s'ils commencent à avoir peur de l'endettement, etc., ils restent attachés à leurs fonctionnaires, à leurs agents publics, à leurs services publics, malgré toutes les critiques. Ils restent très attachés à leurs fonctionnaires. Et d'ailleurs, on le voit, on en parlait avec les déserts médicaux, les endroits où il y a moins de fonctionnaires, où l'État s'est désengagé. Il y a une vraie critique et il y a même du coup je ne sais pas si on peut dire que les villes se vident, mais en tout cas des villes moyennes qui ont du mal à survivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de médecins. Alors l'école est toujours là, sauf peut-être dans les communes rurales. Mais il y a beaucoup moins de médecins, il y a moins d'attractivité. Les communes essayent de se développer, mais les gens ne viennent pas parce que il n'y a pas tout ce tissu, en fait, qui fait aussi la richesse de la France. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que les Français sont attachés à cette fonction publique. En même temps, ils ne veulent pas payer plus d'impôts, ils ne veulent pas qu'on baisse les dépenses. Et du coup, on se dit, mais si on les écoute, si on écoute tout le monde, il n'y a pas vraiment de solution. C'est compliqué de faire plaisir. En fait, il y a un moment où on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et donc, c'est là où on reparlait peut-être du courage politique et de se mettre d'accord sur un projet qui serait, du coup, alors par consensus, je sais, ça risquerait de prendre beaucoup de temps. Et c'est effectivement ce qui est différent avec la méthode Milei ou la méthode Trump, c'est que là, il n'y a plus de consensus. C'est moi le chef et c'est moi qui décide et ça va vite. Trump, je vous redonne la parole. Trump et Elon Musk. Tiens, on va écouter Elon Musk. On est le 11 février 2025, donc c'était il y a quelques jours. Alors, il n'a même pas été validé, Elon Musk, contrairement à des ministres, à des secrétaires d'État. Il a été nommé conseiller chargé de couper dans les dépenses fédérales, et voilà ce qu'il disait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas facultatif de réduire les dépenses fédérales. C'est essentiel. C'est essentiel pour que l'Amérique reste solvable en tant que pays. Et il est essentiel que l'Amérique dispose des ressources nécessaires pour fournir des choses à ses citoyens et pas juste de rembourser d'énormes dettes. Votre avis, Claude Raynal, sur cette petite musique argentino-américaine, là, la tronçonneuse qui tente, alors peut-être que ça va vous simplifier la tâche, pas mal de vos adversaires politiques?
Oui, mais écoutez, moi, à titre personnel, évidemment, moi je fais partie des navrés, si vous voulez. Hein. Je ne supporte pas ces discours, je ne supporte pas cette façon de faire, je ne supporte pas ce qui est en fait un système qui est quand même mis aussi en coupe réglée. Moi, quand je vois Musk qui finalement dit on va couper sur la dépense d'État, et qui en a profité avec son entreprise SpaceX de financement de la NASA colossaux. À ce moment-là, c'était pas un problème. Hein. Mais maintenant, effectivement, qui peut s'en passer, voire même qui peut diriger quasiment la NASA. On pourrait presque considérer que SpaceX est plus puissante que la NASA aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, tout ça est né de financement public. Je veux dire, dans tout ce qui est spatial, tout est financement public. Hein. Il n'y a rien, personne n'est arrivé tout seul à mettre des fusées en orbite sans le financement public. Et donc, ce sont les mêmes, si vous voulez, qui ont bénéficié de ces politiques-là, qui ensuite expliquent que ça va être les découpeurs, si je puis dire, mais en réalité, on voit bien qu'avec une série de copains à eux, il y a une volonté directe de reprendre le contrôle financier. Il y a un mélange des genres qui est totalement ahurissant. La façon dont ils se comportent avec sur l'intelligence artificielle, en faisant une offre presque à prendre ou à laisser. Mais je veux dire, c'est tu meurs ou je te rachète. Il y a un peu ça derrière ça. Je reviens aux coupes franches là, qui sont menées en Argentine, vous avez expliqué, mais là, aux États-Unis, c'est quand même assez frappant, avec aussi des bugs. On a vu, par exemple, sur les agents de la sécurité nucléaire, ils les ont licenciés, ils ont été obligés de les rappeler deux jours après en leur disant « Oh là là, on a peut-être fait une erreur, finalement on a besoin de vous ». Et ils n'avaient même plus dans les listings la possibilité de les appeler. Mais il faut bien voir quand même que les États-Unis, que l'on donne en exemple, en modèle, la charge de la dette, les intérêts qui pourraient atteindre 107 milliards, aux États-Unis, ils ont dépassé 1000 milliards. Et Janet Yellen, la secrétaire au Trésor sortante, a dit « Moi, je m'étais donné comme objectif de ne jamais dépasser 2500 milliards de déficit ». Et elle est partie en disant, au dernier trimestre, on a fait 700 milliards, c'est-à-dire 4 fois 7, 28, 2800 milliards de déficit. Les finances publiques américaines sont totalement hors de contrôle, avec comme conséquence qu'effectivement, toute une partie des ressources américaines partent en versement d'intérêts. Et il y a des gens qui ont réussi à redresser leurs finances publiques sans faire ce théâtre et tout ça, un peu sous la contrainte. C'est les pays qui étaient, les PIGS, les pays qui étaient montrés du doigt au moment de la crise de la grecque en Europe. Vous regardez, il y a 4 pays dans l'Union européenne en ce moment qui dégagent des excédents budgétaires. Vous avez le Danemark, et puis vous avez l'Irlande, Chypre et le Portugal. Et dans ces pays, vous avez donc des gens qui ont été sous contrainte à cause de la Troïka. Puis vous avez des gens comme les Irlandais et les Portugais qui ont dit on va prendre les devants. Si on ne réagit pas, si on ne fait pas un effort, c'est des gens extérieurs qui vont nous l'imposer. Et donc il y a un problème aussi. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé dans leurs dépenses publiques. Et ils ont baissé les effectifs de la fonction publique. Vous regardez l'évolution de la fonction publique au Portugal, c'est assez spectaculaire. À Chypre aussi, mais au Portugal, c'est assez spectaculaire. Sur la base de l'idée que si on ne prend pas les devants, il y en a d'autres qui finiront par venir faire le travail. Votre avis là-dessus? Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Écoutez, est-ce qu'il ne faut pas prendre les devants pour que ce ne soit pas quelques technocrates bruxellois, pardon d'employer cette terminologie, qui nous l'imposent? Mais est-ce que en politique, on a intérêt à prendre le devant sur des questions budgétaires? C'est une évidence. Bon, ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ces réflexions-là et que cette réflexion va se poursuivre et que la préparation du budget 2026 va être compliquée dans cet esprit-là. Parce qu'il y a des décisions qu'on n'a pas prises là et qu'il va falloir prendre l'année prochaine. Mais il y aura une réflexion, mais en même temps, il faut toujours tout regarder, encore une fois. Si ce n'est pas le secrétaire public qui le fait, soit ça disparaît, bon, il n'y a plus besoin, paraît-il. Bon, dans quel domaine, on ne sait pas trop, mais admettons qu'il n'y en ait pas. Soit c'est le privé qui le fait, et donc c'est payé par les gens autrement. Bon, ok, mais regardons le global de tout ça. Donc la question, c'est pas est-ce que le Portugal a mieux traité ses finances publiques, c'est important, mais est-ce que le Portugais, lui, s'y retrouve? Bon, on pourrait faire un débat sur le bonheur national brut au Portugal. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à très bientôt sur notre antenne. Demain, l'invité de la matinale, c'est François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Belle soirée.